Charles Aramburu, de formation de lettres classiques, professeur de lycée, collège, école normale, entre 1970 et 1985. Vous êtes également membre du Bureau national de l'Union des familles laïques, chargé des questions de laïcité. Vous représentez aussi l'UFA, le collectif laïque national, dont vous assurez la coordination. Et vous allez nous parler, je crois, du rapport annuel du collectif laïque national, pour introduire votre propos. Et je vais me permettre une question auquel vous n'échapperez pas, hélas. Est-ce que, selon vous, vous êtes un homme de terrain, vous captez justement ce qui remonte du terrain et qui prend aujourd'hui la forme de ce rapport que vous nous présentez là. Est-ce que les remises en cause de la laïcité, aujourd'hui en France, sont, selon vous, d'égal danger? Oui, alors, je dirais qu'elles sont toutes d'égal danger dans la mesure où on a des principes qui vous ont été rappelés ce matin de façon brillante et autorisée. Et une multitude d'infractions à ces principes. Le vrai problème, c'est ça. C'est qu'on a un cadre, on a une loi, elle n'est pas appliquée, elle est mal appliquée. Et je vais reprendre un petit peu les choses au début, dans l'ordre hiérarchique inverse. Voilà le fameux rapport, il est à votre disposition et je pense que notre ami Thierry Mény se fera un plaisir de vous le vendre parce que ça coûte des sous quand même. On pourra vous le dédicacer. Bon, le collectif laïque national vous a été présenté ce matin. Effectivement, ça représente 45 associations qui ne sont pas... Enfin, alors, l'UFAL, dont je fais partie, a des ramifications un petit peu partout, enfin dans beaucoup de départements. Nous souhaiterions qu'il y en ait partout, mais bien. D'autres sont tout à fait locales, mais agissent pour la laïcité. Et nous avons effectivement ces remontées de terrain. Ce rapport, il a été présenté à partir de 2014. Pourquoi? Et c'était une idée de Patrick Kessel, qui était au comité Laïcité République, avec président d'honneur. Parce qu'il y avait le rapport de feu l'Observatoire laïcité de M. Jean-Louis Bianco, observateur qui a commencé par déclarer que la France n'avait pas de problème avec sa laïcité et édulcorait à souhait les tensions communautaristes, notamment ce qu'on a nommé par la suite séparatisme. Bon, l'Observatoire a été dissous en 2021, mais le CLN a poursuivi l'édition de son propre rapport. Et alors, tous les ans, nous le mettons à jour. Alors, quelle laïcité? Pas la même que celle que défendait et défend toujours d'ailleurs dans d'autres instances M. Bianco avec M. Cadenne et d'autres, ou Jean Bobéro dont on a parlé ce matin. Nous, c'est la laïcité, point. On vous en a ce matin développé la portée, dont la loi de 1905 est la clé de voûte. Alors que ce principe ait été constitutionnalisé en 1946 et de nouveau en 1958, ça lui confère certes une autorité supplémentaire. Oui, et pourtant, le Conseil constitutionnel s'est toujours refusé à fonder le principe de laïcité sur la loi de 1905. Plus grave, lorsqu'il a voulu définir de façon prétorienne ce qu'est la laïcité par une décision QPC du 21 février 2013, association Appel, eh ben, il a amputé de deux éléments fondamentaux. C'est un exercice que je fais avec des lycéens de première ou de terminale. Je leur dis, voilà la loi de 1905, voilà la décision du Conseil constitutionnel. À votre avis, qu'est-ce qui manque? Il trouve qu'il manque, 1, la référence à la liberté de conscience, 2, l'interdiction de subventionner les cultes. Alors, sans la liberté de conscience, on vous l'a montré ce matin abondamment, la laïcité n'a aucun sens. Olivier Falorni vient d'ailleurs de nous développer un de ces enjeux. Mais deuxième lacune, que signifie ne pas constitutionnaliser l'interdiction de subventionner les cultes? Il est interdit de les reconnaître et de les salarier. Et ça s'arrête là.
ça remettrait en question le financement public de l'école confessionnelle, n'est-ce pas, Eddy? Et le statut des cultes d'Alsace-Moselle ou de Guyane, dont Michel Zelig nous parlera tout à l'heure. La revendication républicaine d'une constitutionnalisation des articles 1 et 2 de la loi 1905, mais intégralement, s'impose. Peut-être que Nicolas Pénin, grand maître du Grand Orient de France, donnera l'avis de son obédience sur cette question. Alors, la laïcité, comme la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est un perpétuel chantier. Jaurès l'avait prévu dès 1905. Et si nous délaissons l'engagement républicain en faveur de ces principes, eh bien, nous nous exposerions par ce que Rousseau appelait un lâche assoupissement, à les voir disparaître, ces mêmes principes. Cet engagement, c'est un combat, parce que depuis 120 ans, on en a rencontré des ennemis. Tantôt, il traite les partisans de la laïcité de laïcards. N'oubliez jamais que c'est un terme forgé par l'antisémite Charles Maurras. Ou d'extrémistes, hein, c'est une insulte qui vient parfois du centre ou de gauche, même, faut le dire. Tantôt, il les assimile à la droite retaillée, soit carrément à l'extrême droite. Plus distingués, certains universitaires du monde, notamment des sciences sociales, dénoncent une prétendue néo-laïcité au nom d'une réécriture de l'histoire qui présente la loi 1905 comme un compromis, une loi d'apaisement. Ça ne serait pas une victoire des républicains sur les cléricaux, mais des libéraux sur les vilains extrémistes à la Maurice Allard, extrémistes qui quand même ont tous voté la loi de 1905, même s'ils voulaient interdire le port de la soutane au passage. Alors, Henri Pénard-Ruiz a habillé, je crois, pour l'hiver, Jean Bobéro et ses 7 laïcités. Il y en a quand même une à laquelle je tiens particulièrement, c'est la laïcité gallicane, que son ouvrage attribue au Grand Orient de France. Alors, toutes nos félicitations à son grand maître, ici présent, héritier des monarques de l'Ancien Régime, de Philippe le Bel à Louis XIV. Plaisanterie, puisque la laïcité issue de la Révolution suppose, au contraire, la souveraineté du peuple. Jean-Paul Scott, dès le début de la matinée, a dénoncé la laïcité affublée de divers déterminants. Il y en a quand même un, vous savez, ouverte, plurielle, d'inclusion, d'intelligence, d'apaisement. Il y en a un que j'aime bien, la saine laïcité. C'est l'Église. Manière jésuite de suggérer qu'il en serait une malsaine et que Satan l'habite. Face à toutes ces déviations, le collectif rassemble des organismes militants qui entendent le rester et qui s'attachent non seulement à défendre la laïcité, mais à la faire progresser. Alors, quel chantier pratique? Parce que c'est de ça dont il faut parler. Sans venir sur les sujets développés par mes amis à droite et à gauche, bon, sans... Hein, oui, sans connotation. Je vais souligner 10 points principaux de vigilance et d'engagement parmi ceux que traite notre rapport annuel et qui mobilise bien sûr nos associations, chacune en fonction de son terrain d'intervention. L'UFAL est une association familiale, donc elle va être très sensible sur les questions de bioéthique, de fin de vie, etc., tout en défendant la laïcité. Bon. Alors d'abord, le contenu des formations à la laïcité. Pour les agents publics, pour les enseignants, il nous paraît excessivement affaibli et insuffisamment rigoureux. Il y a une vulgate aujourd'hui dans les services publics qui considère que la laïcité se réduit à la liberté de religion et la neutralité de l'État. C'est à peu près le titre de la première partie du rapport thématique du Conseil d'État de décembre dernier. Deuxièmement, l'école en général. Outre la question du dualisme scolaire, c'est un terrain d'intervention. D'ailleurs, beaucoup de nos associations y sont présentes. La loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux ostensibles a tardé à être appliquée dans toute sa portée. Quand même, il a fallu attendre M. Attal, éphémère ministre, pour qu'on se découvre que ça interdisait aussi la baya. Et elle reste surtout
insuffisamment expliquée. Donc, étonnez-vous qu'après les élèves la considèrent comme liberticide. Troisièmement, l'université, allons-y. La loi dispose qu'elle doit être laïque et indépendante de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Nous estimons que dans les situations de cours ou de travaux collectifs, je ne parle pas des recherches sur le terrain, je ne parle pas du campus, je ne parle pas du restaurant universitaire. Hein. Bon. Eh bien, dans ces situations bien précises, l'affichage religieux des étudiants doit être proscrit. En outre, eh bien, les courants idéologiques, intersectionnalistes, racialistes, tentent de bâillonner la laïcité, l'universalisme en général et tout pluralisme. Le monde culturel, en général, est victime de cette offensive contre la liberté d'opinion au nom de nouveaux dogmes idéologiques. Voilà ce qui relève de notre combat. Quatrième terrain, les collectivités locales. Ça, c'est un monde à soi seul qui est le terrain le plus fécond des violations de la laïcité. Alors, à part les fameuses crèches de Noël totalement identitaires, bien sûr, parce qu'on oublie toujours de poser la question, qui donc estime nécessaire d'afficher une crèche de Noël? Tiens, par hasard, des municipalités, notamment d'extrême droite. Ou M. Retailleau, en Vendée. Non. M. Vauquier également, oui. Enfin, bon, la liste est longue, mais malheureusement, c'est clairement, c'est pas une question de liberté de religion, c'est une question d'engagement politique contre la laïcité. Et malheureusement, il faut dire aussi que la loi de séparation est contournée de multiples façons, parfois avec le secours du juge administratif qui n'entend pas distinguer forcément ce qui relève du cultuel et ce qui relève du culturel. L'égalité homme-femme, 5e sujet. Alors, c'est vrai que les laïcs s'en sont longtemps pas préoccupés. Il y a encore beaucoup, il n'y a que des mecs ici. Hein. Vous le faisiez observer. À la tribune, en tout cas, cet après-midi, c'est raté. Bon, ce matin, il y avait quand même du pluralisme. Mais pourquoi? Parce que, d'une part, les dogmes religieux, tous s'y opposent. D'autre part, parce que, sous couleur d'un prétendu féminisme islamique, la soumission cléricale au patriarcat est aujourd'hui présentée par certains, .e.s, excusez-moi, je ne sais pas prononcer l'écriture inclusive, comme une liberté pour les femmes. 6e terrain, l'entreprise. Alors ça, c'est plus de laïcité dont on va parler, mais c'est plutôt de neutralité religieuse. Elle est de plus en plus exposée aux tentatives des extrémistes qui veulent influencer les adeptes supposés de leur culte jusque dans leur activité professionnelle. Alors, le collectif conseille, alors en particulier aux associations, parce que, chers amis d'associations, vous relevez du Code du travail, vous êtes concernés par cette question. Alors, malheur à une association laïque qui a omis d'avoir un règlement intérieur qui dispose que ses salariés doivent observer les principes de la neutralité et de la laïcité dont ils se réclament. Voilà. Au moins, quand ils sont en contact avec le public, parce qu'il y a des jurisprudences qui sont assez précises, des jurisprudences surtout de la Cour européenne des droits de l'homme. Je termine. Le 7e point, c'est la tentative d'imposer le port des signes religieux dans la sphère publique. Je ne parle pas de la rue, je parle bien de la sphère publique. La volonté d'assujettir les services publics à des prescriptions religieuses. Je signale quand même que dans les hôpitaux publics, les aumôniers bénévoles sont considérés comme participants à l'exercice, comme des collaborateurs du service public. Il y a quand même de quoi se faire du souci pour le droit à l'IVG. 8e point, on pourrait parler des auxiliaires de justice et surtout quelque chose qui nous intéresse. Le statut de tous les participants à l'exécution du service public, y compris à titre bénévole. Et les parents accompagnant les sorties scolaires ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt, même si on a fait beaucoup de foin autour de cette histoire, qui devrait être réglée et qui ne l'est toujours pas. Mais il n'y a pas que, il y a des tas d'autres gens qui participent bénévolement à l'exécution du service public. 9e, le sport, on l'a abordé ce matin à juste titre. Et 10e, l'Europe, qui nécessite aussi
que nous y soyons attentifs, parce que, par exemple, je vous le rappelle, alors, on a des jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme qui vont dans un sens que j'estime globalement favorable à la laïcité. Voilà. Mais, en même temps, le Parlement européen n'a pas hésité à financer des campagnes en faveur du port du voile menées par des associations tout à fait innocentes de jeunes islamistes. Bon, Français, encore un effort pour que la République soit vraiment laïque. Je vous remercie.